Je reprends la parole, ce qui n'était point prévu, sauf, du moins pour ce premier sujet, pour le deuxième, c'était souhaité. Le premier sujet, c'est que j'ai fait un impair, et je m'en excuse auprès de mes collègues étrangers. J'ai oublié, parce qu'il y a 2 pages qui sont restées collées, mes collègues européens, notamment le docteur Nicolino Dottiglia, qui est italien, qui est vice-président du Conseil européen des ordres des médecins. Le docteur George Borsean de Roumanie. Le docteur José Ramón Huerta d'Espagne. Le docteur Roland Kersman de Belgique. Et le docteur Ramin Parsi, pardon. Ah. J'avais le choix. Qui est le représentant de l'ordre allemand. Et je renouvelle mes regrets à mes collègues d'avoir fait cet impair. Mais on est vraiment très heureux qu'ils soient là, ce qui fait qu'il y a quand même une délégation internationale très importante et c'est pour nous une vraie ouverture. Merci en tout cas. Vous m'entendez plus? Si, ça y est. Le deuxième sujet, et ça c'était prévu, c'est que je souhaite attirer votre attention sur notre grand témoin, le professeur Raphaël Gaillard, qui est ici, à qui je vais demander, je sais que ça va l'embêter, de se lever pour qu'on le voie. Voilà. Raphaël Gaillard est professeur de psychiatrie, qui dirige l'hôpital Sainte-Anne, et qui est, à ma connaissance, puis il y en a certainement eu d'autres, mais je ne crois pas à l'ordre, le premier conseiller ordinal, mais surtout le premier médecin élu à l'Académie française. Et je crois que ça méritait d'être souligné comme je le fais là, et je lui ai demandé, il a accepté, je l'en remercie, d'être notre grand témoin, c'est-à-dire que dans la soirée, quand nous avons fini nos travaux, il nous parlera pour essayer de nous faire sortir un petit peu de nos problèmes ordinaux. Et je sais qu'il saura nous apporter beaucoup dans une ouverture extérieure. En tout cas, Raphaël, merci d'avoir accepté et bravo. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant entamer notre débat sur la responsabilité médicale à l'heure des bouleversements de l'exercice du médecin et du parcours de soins. Vous le voyez, nous avons un certain nombre d'invités avec nous, très masculins, je l'avoue, c'est vrai. Bon, passons sur ce petit mot, mais bon, c'est vrai qu'il fallait quand même le souligner. Alors, j'accueille à nos côtés Jean-Marcel Mourgue. Vous êtes le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, membre de la CNAMED. À vos côtés, vous avez Nicolas Gombaud, le directeur général de la MACSF, la mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Monsieur Leloup Sébastien, directeur général de l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Christophe Radet, vous êtes le professeur de la faculté de droit de Bordeaux, membre de la CNAMED, Commission nationale des accidents médicaux, on en parlait à l'instant, et à mes côtés, Rémi Salomon, président de la PCME, on va le rappeler, et la conférence médicale d'établissement. Voilà, j'ai tout dans l'ordre, je pense que ça devrait être bon. Je voudrais m'adresser à Jean-Marcel Mourgue. Pourquoi ce choix de débat de la responsabilité médicale? Est-ce que c'était un choix qui paraissait évident à l'heure de ces bouleversements dont on parle pour cette profession? Tout d'abord, ça marche. Ça marche. Quelques remerciements, bien évidemment, à notre président, François Arnaud, à Stéphane Oustric et Françoise Lemagadou, organisateurs du congrès, et qui ont suggéré cette table ronde. Alors nous sommes à 1 an, jour pour jour, des mardis de l'ordre du 14 novembre 2023, qui portait déjà sur la responsabilité civile médicale et vieux couple que nous sommes, Michael, nous étions déjà à la manœuvre près du CNOM. Donc, afin de lever toute confusion, il s'agit bien de la responsabilité
civile médicale. On n'abordera pas la responsabilité ni pénale ni disciplinaire si les médecins sont pourtant confrontés à ces 3 niveaux de responsabilité. Alors, ça a été déjà largement dit ce matin. Nous sommes tous conscients de l'immensité du bouleversement du champ de la responsabilité civile professionnelle du médecin en perpétuel mouvement, avec des évolutions majeures en cours et attendues. Donc on ne pourra pas interroger le champ de la responsabilité civile médicale en son entier, bien évidemment, dans le champ d'une table ronde d'1h30, 1h75, ça serait une gageure. Alors simplement, quelques pistes, quelques focus sur lesquels notre institution s'est intéressée ces dernières années, et la liste n'est pas exhaustive. Le champ de la responsabilité médicale, tout d'abord, à l'heure de l'expansion, que l'on convient être non maîtrisée, encore très incertaine dans son évolution, des coopérations interprofessionnelles dans le monde de la santé. Les choses ont été dites, avec déjà des réalités dans le monde hospitalier, et en revanche beaucoup plus embryonnaires et complexes dans la ville. Et une impression générale, notre président l'a rappelé dans son discours inaugural, où la floraison d'accès direct aux soins sème la confusion en confrontation avec l'esprit d'un parcours de soins coordonné par le médecin. Alors, dans cela, une mention particulière dans les outils collaboratifs interprofessionnels, et tout particulièrement Mon Espace Santé. Il y a, deuxième focus, la responsabilité à l'ère du numérique et de la télémédecine. Alors, la télémédecine n'est plus tout à fait nouvelle, puisque c'est un décret du 19 octobre 2010, en application de la loi HPST, qui a défini 5 actes médicaux réalisables en télémédecine. Pour rappel, la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation. Mais la téléconsultation a été en particulier très utilisée à partir de 2020, faut-il le rappeler, durant l'épidémie de Covid-19. Troisième focus, la RCP, enfin la responsabilité professionnelle, et les hospitaliers. Quel regard particulier ont-ils? Pour rappel, il faut dire qu'il y a une exclusion de principe de l'obligation d'assurance pour les professionnels de santé salariés. Et je remercie Rémi, je te remercie de bien avoir voulu peut-être sortir de ta zone traditionnelle de confort pour être parmi nous et évoquer ce spectre de la responsabilité civile médicale au sein des établissements. Le quatrième focus, c'est celui sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Et l'on pense, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, au Benfluorex, le Mediator, au Valproate, à l'Androcur, aux dispositifs médicaux Essure, et les actions de groupe, puisque la loi du 26 janvier 2016, postérieurement à certaines affaires telles que le Mediator, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a introduit une nouvelle action de groupe, à l'instar de celle qui avait été mise en place 2 ans plus tôt, relative à la consommation, la loi permettant à toute association agréée, je ne rentrerai pas les détails, d'agir en justice afin d'obtenir la réparation de préjudices individuels d'allure sérielle. Le 5e focus, c'est la place, à plus de 20 ans maintenant, d'un acteur central, l'ONIAM. Et je vous remercie, M. Leloup, d'être parmi nous une fois de plus. ONIAM, établissement public à caractère administratif, qui est chargé, comme vous le savez, d'indemniser en premier lieu, au titre de la solidarité nationale, les victimes d'accidents médicaux, les affections iatrogènes et les infections nosocomiales. Mais au fil des années, d'autres missions ont été ainsi attribuées par le législateur. Pour rappel, l'indemnisation des victimes de vaccination obligatoire, donc ça sera peut-être intéressant d'avoir un point de vue, alors que depuis 6 ans maintenant, il y a une forte expansion
chez l'enfant de moins de 2 ans des vaccins obligatoires, bien évidemment aussi au décours de la vaste campagne vaccinale contre le Covid dès décembre 2020. L'indemnisation des victimes de transfusions sanguines contaminantes, mais on en parle beaucoup moins parce que le risque transfusionnel a quand même été considérablement réduit. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, l'indemnisation des victimes de dommages imputables au benfluorex. Et puis, il y a un 6e sujet qu'on ne déflorera pas parce que je crois que c'est le sujet de la table suivante, qui est évidemment responsabilité et intelligence artificielle. Voilà, en gros, le panorama tel qu'on pourrait le dresser. La liste des points d'intérêt n'est pas exhaustive, mais en voilà quelques principaux. Merci beaucoup, Monsieur Mourgue. C'est vrai que vous avez parlé, on va aborder un certain nombre de sujets, on ne pourra pas tout faire, bien entendu, mais vous avez principalement, et ce qui m'a aussi, quand on a préparé ce débat, la discussion entre hospitaliers et libéraux, évidemment. Et le professeur Salomon qui est avec nous, vous pouvez peut-être nous dire s'il y a une forme d'opposition par rapport à cette loi et si la responsabilité a le même sens quand on parle aux libéraux, quand on parle aux hospitaliers. Non, à l'évidence non, puisque alors merci à Jean-Marcel de m'avoir invité, même si c'est comme tu l'as dit, pas mon sujet habituel, mais je me suis dit que c'était un sujet important et que c'est une des meilleures façons de s'immerger, de comprendre quelque chose, c'est de faire un topo. Donc mais en tant que président de la commission médicale de la PHP et de la conférence des PCME de CHU, ce sujet évidemment m'intéresse à l'évidence. Il doit intéresser tous les médecins, tous les professionnels de santé qui travaillent en ville ou dans un hôpital. Alors la différence, effectivement, c'est que la responsabilité civile, puisque c'est de celle-là dont on parle, elle est portée par l'établissement et non pas par le médecin. Et donc s'il y a eu un problème, s'il y a une réclamation d'un patient, il doit le faire auprès de l'établissement, il ne le fait pas auprès du médecin. Sauf exception, c'est ce qu'on appelle les fautes détachables du service. Et là, c'est des situations tout à fait exceptionnelles où finalement la faute résulte d'une activité qui n'est pas celle du service ou d'une gravité exceptionnelle. C'est, je ne sais pas, par exemple, un chirurgien qui arriverait au bloc opératoire en état d'ébriété. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, de cette gravité-là qui pourrait éventuellement caractériser la faute comme étant détachable du service. Mais sinon, c'est l'établissement de santé qui porte la responsabilité civile. Et vous estimez qu'il y a 2 poids 2 mesures, si je peux me permettre, entre les médecins ? Alors, on peut le voir comme ça. Je pense que de toute façon, on a, mais je vais écouter avec beaucoup d'intérêt comment on voit comment les médecins libéraux voient leur responsabilité civile. Je pense que oui, il y a une différence qui est tout à fait évidente. Il y a quand même une responsabilité des médecins, même si la responsabilité civile n'est pas portée par l'individu. On a évidemment une conscience de ce qu'une faute personnelle peut avoir, et donc je pense qu'il faut ne pas apporter de jugement, penser que si la responsabilité civile n'est pas portée par la personne elle-même, par le médecin elle-même, ça le dégage de toute forme de responsabilité. Donc je pense qu'il faut nuancer un peu le propos. Et peut-être juste dire, puisqu'on a beaucoup parlé tout à l'heure du travail d'équipe, oui. Souvent, quand il y a une faute, une erreur médicale, elle est multifactorielle et elle dépend de plusieurs professionnels. C'est rarement une seule personne qui est responsable de la faute. Et donc, ce qui distingue peut-être de manière, on va dire, systémique, l'hôpital et la ville, mais avec beaucoup de nuances maintenant, c'est le fait qu'on travaille en équipe pluriprofessionnelle dans un hôpital, et c'est une organisation complexe, un hôpital. Donc, il y a des fautes qui sont directement liées à l'organisation, un problème de gestion, l'organisation, et puis il y a des fautes qui sont plus d'ordre médical, qui sont liées à un acte ou un retard de diagnostic, etc. Mais même quand c'est une faute qualifiée plutôt médicale qu'organisationnelle, même quand elle est médicale, elle est souvent le fait d'une succession ou d'une conjonction de plusieurs dysfonctionnements.
dans l'équipe. Mais l'équipe, elle existe aussi, on en a parlé ce matin, elle existe aussi en ville. Et donc, ce qui effectivement pose, et Jean-Marcel a commencé déjà à poser la question, comment on fait quand effectivement une faute survient dans une équipe pluriprofessionnelle quand on n'est pas à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, on a vu, c'est l'hôpital, il y a tout un système, hein, une fois qu'il y a une réclamation, et je ne vais pas me prendre trop de temps pour en reparler après, mais il y a tout un système donc, pour prendre en considération cette réclamation et voir comment on la traite. Évidemment, quand on est en ville, on reste sur un mode de responsabilité civile très différent, et donc c'est vrai que ça questionne du coup. Alors, merci d'avoir posé justement tous ces points parce que ça nous amène à quelques sujets. Nicolas Gombaud, est-ce que vous faites cette différence hospitaliers, libéraux, ou est-ce que pour vous, de toute façon, en termes de mutuelle, les médecins, ce sont les mêmes, tous les mêmes? C'est fondamentalement différent parce que, comme vient de le rappeler Rémi Salomon, le risque n'a rien à voir d'un médecin hospitalier à un médecin libéral. Il l'a rappelé, tout dépend du statut. C'est le statut parce que le médecin hospitalier est un agent public, le PUPH est un fonctionnaire, comme les autres agents hospitaliers. Et donc, d'un côté, on a l'hôpital qui répond des fautes des praticiens hospitaliers, et de l'autre, le médecin libéral qui est seul et donc qui doit être assuré parce que la loi Kouchner a prévu cette obligation d'assurance, mais qui ne pèse que sur les praticiens libéraux. Tout exercice libéral doit faire l'objet d'une souscription d'assurance, mais rien que l'exercice libéral. Alors ça ne veut pas dire, bien entendu, que les médecins hospitaliers n'ont pas intérêt à s'assurer, ne serait-ce que pour être défendus sur un plan pénal, ou, comme on vient de le rappeler, parce qu'ils peuvent être condamnés pour une faute détachable de la fonction. Je dois dire que la faute détachable de la fonction, elle est quand même fort heureusement exceptionnelle. Oui. Moi, je regarde chaque année dans les dossiers que nous gérons à la MACSF, nous avons une condamnation par an pour faute détachable de la fonction sur l'ensemble du portefeuille de praticiens hospitaliers que nous assurons. Donc, c'est rare, c'est même exceptionnel. La seule chose, c'est que les médecins peuvent commettre des fautes, les magistrats aussi. Et certains magistrats n'ont pas très bien compris encore cette distinction entre praticiens hospitaliers et praticiens libéraux dont les principes ont quand même été posés par le Conseil d'État en 1957. Et donc, c'est une jurisprudence qui est totalement ferme. Mais la problématique, c'est que chaque médecin est responsable pénalement, qu'il soit libéral ou qu'il soit hospitalier. Et donc un médecin hospitalier peut très bien être traduit devant le tribunal correctionnel exactement comme son confrère libéral. Et très souvent, les familles ou les victimes directes vont assortir la procédure pénale d'une demande de dommages et intérêts devant le juge correctionnel. Et le juge correctionnel a moins l'habitude de manier tous ces principes que le juge civil. Et donc, tout récemment, pour vous donner un exemple, l'un des praticiens hospitaliers que nous défendions a été condamné par le tribunal correctionnel à indemniser un préjudice subi par un malade en contrariété avec toutes les règles qu'on vient d'exprimer. La Cour d'appel a confirmé ce jugement et il nous a fallu aller en Cour de cassation pour obtenir gain de cause et faire reconnaître le fait que la responsabilité civile n'était pas engagée et que seul l'hôpital pouvait être condamné. Donc vous voyez que c'est malheureusement, certains magistrats l'oublient parce qu'ils sont loin de ces règles, qu'ils n'appliquent pas de façon régulière. Il faut donc le leur rappeler. Mais pour le risque, évidemment, il est complètement différent parce que, pour faire simple, en dehors de ce cas très, très rare de la faute détachable de la fonction, eh bien, quand nous assurons un médecin hospitalier, parce que bon nombre de médecins hospitaliers s'assurent, même si ça n'est pas obligatoire, eh bien, bon nombre de médecins hospitaliers s'assurent, eh bien, essentiellement, c'est pour être défendu au pénal, et donc l'assureur à ce moment-là, il intervient pour prendre en charge des frais et honoraires d'avocat, et ça se limite à cela, ça ne va pas au-delà, ça ne va pas, notamment, nous n'avons pas à indemniser le préjudice qui sera à la charge de l'hôpital et de son assureur. Et donc, évidemment, les cotisations entre un médecin libéral et un médecin hospitalier n'ont absolument rien à voir parce que le risque, il est totalement différent. Et donc, c'est Jean-Marcel Morgue, je vous donne la parole parce que vous vouliez réagir. C'est un poids énorme quand même pour les médecins libéraux. Bien sûr, mais juste une petite précision, je parle sous votre contrôle.
un petit bémol, les médecins salariés hospitaliers qui auraient une activité libérale sont en revanche tenus à s'assurer. L'établissement de soins est tenu, autant que je sache, à vérifier que le médecin soit bien assuré, dans quel cas, et là encore je parle sous votre contrôle, il y a eu des condamnations dans la jurisprudence in solidum à ce que l'établissement et le médecin aient à réparer les dommages, à condition bien évidemment que le dommage ait été fait lors de l'exercice libéral du dit médecin. S'agissant de l'obligation d'assurance, le principe, c'est qu'elle ne pèse que s'agissant d'un exercice libéral, comme je l'ai dit. Donc, tout exercice libéral doit faire l'objet d'une garantie d'assurance. Un médecin hospitalier qui a une activité libérale à l'hôpital public doit souscrire à une garantie d'assurance, c'est une obligation. Un étudiant en médecine qui effectue des remplacements est lui aussi tenu de s'assurer. Le critère, c'est l'exercice libéral. Alors, je reprends ma question et je m'adresse à Christophe Radet. Je parlais de pression pour les médecins libéraux surtout, mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas là le problème de l'attractivité aujourd'hui de la médecine face à ce poids de responsabilité? Est-ce que ça peut en faire partie en tout cas? Alors, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à cette question-là. Simplement, la difficulté en matière d'assurance de responsabilité médicale, c'est que c'est une charge qui vient s'ajouter aux autres charges de l'activité. Or, le médecin ne fixe pas le tarif. C'est la sécurité sociale qui fixe le tarif de remboursement. Et donc, c'est le seul professionnel qui ait des coûts qui augmentent et qui ne le maîtrise pas, puisque c'est lié à l'évolution générale de la sinistralité, et qui ne peut pas répercuter intégralement ses coûts sur le prix de ses prestations. Donc là, on a un véritable problème. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut désengager la sécurité sociale du taux de remboursement des consultations. Je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut limiter l'augmentation des primes d'assurance, puisqu'il y a un marché de l'assurance qui répond à des règles assez précises. Je dis que là, on est dans la limite, effectivement, de la logique de la facturabilité de l'assurance, puisque, encore une fois, je pense que si pression il y a, pour les médecins en tout cas, qui réfléchissent sur la part de leur cotisation d'assurance dans leur revenu global, il y a effectivement une forme de pression, puisqu'ils sont écrasés en réalité entre deux phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas et qui évidemment ne peuvent aboutir qu'à limiter la marge bénéficiaire du médecin sur l'année, puisque c'est lui, évidemment, lorsque sa cotisation d'assurance augmente, c'est lui qui, sur l'argent qui lui revient, doit financer l'augmentation de la cotisation d'assurance, puisqu'il ne peut pas la répercuter sur le prix. Donc là, on est vraiment sur une ambiguïté. C'est-à-dire qu'on traite le médecin comme un acteur qui est, on le dit libéral, mais soyons clairs, la médecine n'est libérale que dans son exercice professionnel. L'organisation du système de santé fait qu'en réalité, compte tenu des liens avec la sécurité sociale, on n'est pas véritablement dans une médecine libérale. Bien sûr. Et à la Commission, en ce moment, quels sont les cas? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples peut-être concrets aujourd'hui de nouvelles responsabilités qui arrivent pour les médecins? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors, la CNAMED ne connaît pas du fond des contentieux médicaux, puisque la CNAMED a deux missions. Une première qu'elle exerce volontiers à titre tout à fait bénévole, c'est-à-dire d'inscrire les médecins experts sur la liste nationale des experts de la CNAMED. Et elle est censée aussi, à côté de ça, faire un travail d'étude, d'expertise, à partir des avis rendus par les commissions, travail qu'elle ne fait pas. Mais ça, M. Melloul le sait très bien, parce que c'est une préoccupation actuelle de la CNAMED, qu'elle ne le fait pas parce que pour faire ce travail d'analyse, il faudra avoir accès aux avis des commissions. Or, les avis des commissions ne sont pas communiqués aux membres non médecins de la CNAMED pour des raisons juridiques, oui. Et il n'y a pas de base de données auxquelles on pourrait avoir accès pour analyser l'étendue du contentieux. C'est un manque aujourd'hui que... Clairement, c'est un manque. Oui. C'est une revendication ancienne et actuelle de la CNAMED. Il faudrait que les pouvoirs publics financent une base de données de manière à ce que nous puissions regarder ce qui se passe dans les commissions. C'est très important pour tout le monde. C'est important pour les victimes parce qu'elles ont le droit à un traitement égal sur l'ensemble du territoire. C'est important pour les professionnels de santé qui doivent savoir à quelle sauce ils vont être croqués, même si c'est du règlement amiable. Et puis c'est important aussi pour les commissions de connaître leur propre production et puis de voir comment les autres commissions règlent les difficultés qui apparaissent. Alors pour ce qui est des contentieux récents, on a quelques sujets qui sont préoccupants. Vous pouvez nous en faire part? Par exemple, la question du Covid nosocomial. Alors généralement, devant un public de médecins, vous mettez Covid nosocomial en même temps, vous appuyez sur le bouton. Autrement dit, ce sont tous ces patients qui ont contracté la Covid pendant un séjour à l'hôpital, dans un contexte de pandémie mondiale.
et qui demandent réparation des préjudices qui en sont résultés au titre de l'indemnisation des infections nosocomiales. Alors c'est une problématique qui intéresse à la fois les assureurs pour les petits risques et l'ONIAM pour les grands risques, puisqu'en établissement, vous le savez, si la victime est décédée ou qu'elle garde des séquelles lourdes de l'infection nosocomiale, plus de 25% d'un PIPP, c'est l'ONIAM qui indemnise et qui n'a de recours contre l'assureur de l'établissement que si une faute a été démontrée, ce qui évidemment ne sera pas le cas pour les établissements qui avaient respecté toutes les règles de prévention. Et vous estimez aujourd'hui qu'il y a une hausse des cas notamment sur l'exemple que vous venez de Alors, préciser. ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'il y a une diversité de traitement des cas entre les différentes commissions et que ça n'est pas raisonnable que les solutions soient aussi fluctuantes entre les commissions et même parfois au sein d'une même commission. Selon la sensibilité des membres de la commission, on a des résultats qui sont très différents. Et là, il y a effectivement un petit problème sur ce qu'on appelle les Covid nosocomiaux. D'accord. Sébastien Leloup, si vous pouvez peut-être repréciser le rôle de l'ONIAM et un petit peu aujourd'hui le constat que vous faites autour de cette question de la responsabilité. La vision du législateur de 2002 a été de dire le système de santé, il présente des risques dans son fonctionnement. Et la manière de soigner, de faire des actes de diagnostic, de prévention et de soins dans les années qui viennent vont se complexifier. Et donc, il faut trouver un certain nombre de solutions. Parmi les solutions qui ont été mises en place, il y a eu la création de l'Office national qui indemnise les accidents médicaux, dont la première mission a été de s'occuper des accidents médicaux graves, assez rapidement des infections nosocomiales, graves également, et puis d'être une solution pour les dommages vaccinaux, les contaminations transfusionnelles, le Mediator et la débakine. Quand il y a un accident médical, c'est un moment qui est très douloureux, à la fois pour la victime et ses proches, mais aussi pour l'équipe médicale soignante qui a participé et qui a été impliquée dans cet événement. J'ai pu le vivre en tant que directeur des ressources humaines à l'hôpital Necker Enfants Malades. Vous l'avez vécu quand vous étiez en formation interne, externe, chef de clinique. C'est un événement dramatique et tout le monde a besoin de comprendre. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Et je dirais qu'on est dans le prolongement du soin. La personne sort plus mal que comme elle était arrivée. Et donc, à la fois les médecins, mais aussi ceux qu'on appelle les indemnisateurs, les payeurs, les assureurs et l'ONIAM, on a besoin de comprendre pour savoir est-ce que ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des fautes, une faute individuelle, une faute de l'équipe, une faute dans l'organisation de la prise en charge. Et vous voyez bien qu'en 2024, ces questions-là, elles sont examinées de manière extrêmement différente par rapport à 2002. Il y a eu le virage de l'ambulatoire, la manière de soigner a profondément évolué et ce n'est pas fini. Alors notre métier au niveau de l'ONIAM, c'est d'indemniser, mais ça nous intéresse aussi, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est d'apprendre des accidents. Où est le bureau enquête accident Ça aussi, c'est une demande. Où est le bureau enquête accident du système de santé à aujourd'hui ? Il y a beaucoup de choses quand même qui existent dans l'industrie aéronautique et depuis des années. Comment on tire des enseignements ? Et c'est la première chose que nous disent les victimes quand elles viennent, alors, rarement au pénal, heureusement, mais ça arrive quand même, mais on les voit, nous, au niveau de l'ONIAM, au niveau civil et puis au niveau amiable, dans les commissions de conciliation et d'indemnisation. La première demande, c'est « je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre ». Comment on entend cette demande fondamentale des victimes d'accidents médicaux? Comment on en tire les conséquences en termes de recommandations de bonnes pratiques? Et comment on s'actualise au regard des nouveaux risques et des questions éthiques qui peuvent se poser? Est-ce que vous avez quelques réponses? Oui. On pose des questions, mais vous avez des réponses. Oui, c'est des sujets sur lesquels on essaye d'avancer avec la Commission nationale des accidents médicaux. Le professeur Salomon réagira bien sûr dans la foulée. Et avec les experts qui sont les mieux placés, parce que ce sont eux qui font ce travail, j'allais dire un peu à l'Agatha Christie, se poser des questions en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui savait quoi? Quelles étaient les recommandations de la Haute Autorité de Santé? Et pourquoi on a ce résultat? Et parfois, c'est extrêmement compliqué. C'est plus Agatha Christie, c'est le mystère de la chambre jaune. Et là, on est dans quelque chose d'absolument exceptionnel. Et c'est la force de la France d'avoir conçu l'ONIAM
pour agir en indemnisation dans les cas où le risque exceptionnel est intervenu. C'est ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique. Et l'ONIAM intervient non pas au titre de la mise en cause de la responsabilité de tel ou tel, mais au titre de la solidarité nationale. Et ça, c'est cette force du législateur de 2002 qui a été de concevoir un dispositif qui permet d'apporter beaucoup d'apaisement dans le fonctionnement du système de santé, avec une vision territorialisée d'une politique amiable d'indemnisation des dommages médicaux. Fondée sur le bénévolat, l'implication des médecins, que je remercie, qui siègent dans les commissions de conciliation et d'indemnisation, et puis les associations de victimes. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental. J'intervenais récemment pour une société savante et il disait « Monsieur Leloup, je voudrais remercier l'ONIAM ». Je dis bah, « Écoutez, pourquoi ? Grâce à l'ONIAM, je peux faire le métier que j'aime. Parce que ça me permet, lorsqu'il y a des moments douloureux dans ma pratique professionnelle, d'avoir un espace où il y a des solutions apaisées qui permettent d'établir les faits et de révéler en ces douloureuses affaires ce qui s'est passé, et aussi de maîtriser le coût de l'assurance en responsabilité civile médicale, parce qu'on a un règlement amiable qui permet, je dirais, d'indemniser dans des conditions qui sont équilibrées pour les intervenants. Je rappelle que l'ONIAM est financé dans le cadre d'une enveloppe, d'une subvention de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Donc, nous tirons une subvention de la Caisse nationale d'assurance maladie pour indemniser les victimes du fonctionnement du système de santé. Et donc, on est en plein sujet budgétaire. J'imagine que là aussi, vous regardez ça de très près quand même. Bien sûr. Avec l'ONDAM, c'est quand même, on est au cœur du PLFSS. J'imagine que là aussi, c'est quelque chose que vous regardez d'assez près. Vous avez entendu le discours de la ministre peut-être ce matin. Là aussi, il y a aussi quand même beaucoup de questions à se poser sur ces points. Professeur Salomon, vous avez entendu ce qu'a dit Sébastien Leloup? Oui, complètement. Et bon, il se trouve que je travaille dans l'hôpital dans lequel qu'évoquait Sébastien Leloup. Ce qu'il a dit est absolument essentiel. L'analyse des prises en charge quand il y a eu un problème et la réparation, c'est continuer de soigner. On est dans la continuité du soin. Réparer, c'est aussi soigner. Et ça, je pense que c'est vraiment une notion qu'on doit avoir en tête. Et je pense que ce soit pour les médecins, les soignants ou pour les familles, les patients, c'est important de bien non seulement le comprendre, mais le vivre quand les choses arrivent. Et je peux témoigner, en tant que chef de service, il m'est arrivé d'avoir des problèmes d'erreurs liées aux soins dans mon équipe. Et il est essentiel d'abord de communiquer. Alors souvent, les erreurs viennent par défaut de communication, mais une fois que l'erreur a eu lieu, il est important de continuer de communiquer. Communiquer avec la famille, de manière la plus transparente possible. Et effectivement, je confirme ce que vous avez dit, les familles sont souvent en demande de comprendre aussi pour que l'erreur ne se reproduise pas. Et le fait d'entendre de la part du chef de service que tout est mis en œuvre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour éviter que l'erreur ne se reproduise, est quelque chose d'important pour beaucoup de familles. Ça, c'est vrai. Et j'ajouterais que là, on parle de la situation où il y a une réclamation de la part du patient ou de la famille en pédiatrie. Même s'il n'y a pas de réclamation, nous sommes dans une démarche d'analyse des erreurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle les événements indésirables, graves. Donc et ça, les commissions médicales portent ça aussi, puisque une des missions des commissions médicales d'établissement, c'est de s'assurer de la qualité et de la sécurité des soins. Donc on est en plein dans le sujet, et de dire il faut que toutes les erreurs qui peuvent survenir dans une équipe, je dis une équipe, parce que c'est en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle de l'équipe, ou même de plusieurs équipes souvent, c'est plusieurs services, ça peut être un service clinique, un service de radiologie, le bloc opératoire, le brancardage, que sais-je encore, d'autres services dits transversaux dans un hôpital qui sont impliqués. Et donc il faut que ces gens-là puissent se parler, puissent essayer, en se parlant, de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas facile à faire, parce qu'on a tous des journées très occupées, des agendas très chargés, et donc il faut qu'on puisse mobiliser tout ce monde-là pour faire ce qu'on appelle des RMM, des revues de morbidité, mortalité, et essayer de comprendre. Et je pense que c'est donc, même indépendamment de la réclamation qui arrive, on est dans cette démarche d'une préoccupation de
d'éviter, et je pense, en vous écoutant, je pense qu'aussi l'analyse à l'échelle nationale même des dossiers est importante aussi pour comprendre ce qui s'est passé. Quand on est de manière directe ou indirecte, qu'on participe à une erreur médicale, c'est d'abord extrêmement compliqué pour le professionnel lui-même, c'est très douloureux. Donc il faut aussi accompagner les professionnels dans cette situation douloureuse. Mais le fait de les impliquer dans la démarche de l'analyse et de la compréhension est quelque chose d'essentiel qui peut aussi un peu quelque part réparer, parce qu'il arrive parfois que les erreurs soient si graves que pour certains professionnels peuvent même remettre en cause leur pratique professionnelle après un tel drame. Nicolas Gombaud voulait réagir également. Oui, je voudrais réagir sur deux points. D'abord, sur le rôle de l'ONIAM, et ça n'est pas moi aujourd'hui qui vais critiquer, loin s'en faut, le rôle de l'ONIAM, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai milité pour la création de l'ONIAM de façon extrêmement poussée et participé grandement à la rédaction de la loi de 2002, et donc ça n'est pas aujourd'hui que je vais dire le contraire. L'ONIAM, évidemment, par la procédure amiable qu'a rappelé Sébastien Leloup, est évidemment extrêmement utile et permet de traiter des dossiers qui sont complexes, parce que, au titre de cette procédure amiable, quel que soit le parcours de santé, parce que très fréquemment, un patient va commencer à aller voir un généraliste, un spécialiste, va éventuellement passer par un établissement de soins privé, après par un établissement public. Eh bien, au judiciaire, ce patient, s'il veut obtenir une indemnisation, une reconnaissance de responsabilité, il va devoir diviser son action en fonction du lieu où il a été soigné, à l'hôpital public ou en libéral, en saisissant deux juridictions. C'est d'une complexité absolument terrible. C'est source d'incompréhension, parce que parfois les deux ordres de juridiction sur le même dossier vont rendre des décisions qui sont contradictoires. Enfin, c'est abominable. Tandis qu'avec l'ONIAM, on va permettre de traiter d'un seul coup, ce même dossier, quel que soit le parcours de soins. Deuxième chose, si l'ONIAM n'avait pas été créé, eh bien, l'assurance de responsabilité, qui, comme on l'a rappelé, est obligatoire pour les libéraux, serait certainement en profonde crise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, ça a été rappelé, l'ONIAM, son rôle primordial, c'est d'indemniser l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire le coup du sort, l'accident qui n'est pas fautif. Eh bien, en 2001, les magistrats ont poussé très loin les choses parce qu'ils souhaitaient faire progresser la loi. Et à cette époque, en 2001, l'accident médical non fautif n'était pas indemnisé par la solidarité nationale, la loi n'était pas intervenue, et donc les magistrats, pour pousser à une intervention du législateur, ont décidé de condamner des médecins libéraux ou des établissements, même lorsqu'aucune faute n'avait été démontrée à leur encontre. Ce qui, évidemment, aurait eu sur les tarifs d'assurance, si cela s'était généralisé, des effets on ne peut plus significatifs. Et là, en créant l'ONIAM, en permettant d'indemniser l'aléa, l'accident sans faute, on a permis de sauver le système et de le solvabiliser. Ça, c'était ma première réaction. La deuxième, on a parlé de prévention, et évidemment, c'est un rôle sociétal que nous, assureurs, estimons primordial, parce que nous gérons des dossiers qui sont extrêmement lourds, et par la connaissance que nous avons de ces dossiers, des dossiers fautifs, eh bien, nous essayons de les prévenir, évidemment en les analysant sur la gestion des risques, et en communiquant après, de façon tout à fait générale, auprès des sociétés savantes, auprès des praticiens, de façon directe, sur les voies et moyens justement permettant d'éviter que ces accidents ne se reproduisent. C'est fondamental. Nous avons toute une équipe dédiée qui se charge d'intervenir en ce sens, mais je crois que sur un plan général, des efforts sont encore à faire en la matière. Comme, par exemple, si vous pouvez... Tout simplement parce que la culture du signalement, elle est encore insuffisante en France, et je vais vous en donner un seul exemple, parce que, évidemment,
alors nous avons une connaissance de dossiers qui est sur la base, sur tant d'années, qui est extraordinaire, mais quand on compare les chiffres, aujourd'hui on a cité les événements indésirables graves, aujourd'hui il y a une obligation pour les professionnels de santé ou les établissements de signaler ces événements indésirables graves, mais cette obligation n'est pas assortie de sanctions. Et aujourd'hui, ces événements indésirables graves qui sont de façon spontanée déclarés à la HAS sont en nombre inférieur au nombre de dossiers qui me sont déclarés à moi et ma CSF, alors que je ne représente que les 2/3 du marché français de la responsabilité professionnelle. C'est donc qu'il y a encore, certainement sur cette culture du signalement, beaucoup de progrès à faire pour essayer de limiter ces accidents médicaux qui sont des drames humains et qui sont des drames aussi pour les professionnels de santé qui en sont la deuxième victime. Alors, j'ai des demandes de prise de parole du professeur Salomon et puis M. Mourgue, M. Radé, si vous voulez prendre aussi la parole après. Professeur Salomon. Oui, ces EIG, événements indésirables graves, je les ai évoqués. Donc, merci de rappeler qu'il y a donc, ce que vous avez dit, une sous-déclaration. C'est pas évident de déclarer un événement indésirable grave. Mais c'est absolument indispensable, effectivement, comme je l'ai dit juste avant, pour faire prendre les mesures, communiquer, informer, former aussi ceux qui pratiquent autour de nous pour éviter que la même erreur ne se reproduise. Et là, je viens donc sur la formation, on en a parlé aussi ce matin. C'est important. Probablement, c'est important. Dans la formation initiale et dans la formation continue, et nous le faisons, nous, en commission médicale d'établissement, régulièrement, nous faisons des séances d'analyse des événements indésirables graves. Et comme vous venez de le dire, effectivement, il n'y a pas de sanction, il faut le dire, le répéter, que c'est une démarche, vraiment une démarche, entre guillemets, qualité. C'est ça l'objectif. Mais ça reste difficile pour les professionnels eux-mêmes quand on a été soi-même l'acteur de la faute, l'acteur principal, finalement, d'aller voir son chef de service et dire, voilà, il y a eu un pépin, il faut que je t'en parle, etc. C'est pas simple. C'est pas simple, c'est humain, mais c'est pour autant essentiel. Et donc, il y a encore certainement, à vous entendre, ça confirme qu'il y a encore beaucoup à faire pour que tout le monde comprenne que c'est dans l'intérêt de tous, des patients en premier, mais aussi des professionnels, parce que c'est quelque part aussi les protéger que de prendre les mesures préventives pour éviter que la même faute ne se reproduise. Parce que se dire, on a tous, dans une carrière professionnelle, on a tous eu on a tous fait des fautes, des erreurs, mais faire une erreur et ne rien faire pour qu'elle ne se reproduise pas et qu'elle se reproduise pour autant, je pense que là, c'est encore bien pire, je pense, pour celui qui est l'acteur de cette erreur. Et je pense que ce soit de manière individuelle ou collective dans une équipe. Docteur Mourgue, vous vouliez peut-être réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par vis-à-vis de l'ONIAM. Nous sommes absolument. à 22 ans de la naissance de l'ONIAM, et on peut dire avec le recul que c'est un grand progrès. Pour les patients, pour les médecins, et un grand progrès sociétal. Jusqu'en 2002, à fait générateur et dommages équivalents, selon que l'affaire passait par la voie des juridictions judiciaires ou administratives, les réparations obtenues étaient parfois très hétérogènes. Donc il y avait une inégalité de traitement et pourtant les dommages et les drames de vie étaient les mêmes. Ensuite, c'est une procédure amiable et gratuite. Donc, on a quand même gommé cette conflictualité accusatoire, où il y avait une arrière-pensée d'une responsabilité pénale à chercher. Voilà. Il y a, à l'époque, c'est vrai, il y a eu une effervescence intellectuelle considérable. Et je me souviens, pour avoir écouté le professeur Radé il y a 25 ans déjà, dans quelques journées de droit médical, l'effervescence, notamment et en particulier chez les médecins. Et il faut dire que les médecins avaient alors, entre guillemets, encaissé pas mal de choses, telles que par exemple le renversement de la charge de la preuve pour l'obligation d'information. Et ils avaient vraiment l'impression, peu ou prou, que finalement les médecins allaient être les boucs émissaires en quelque sorte d'un système de santé qui allait s'américaniser. Et enfin, je pense, dernier fait, c'est un cercle de progrès dans les pratiques. Alors juste petite note personnelle,
En 1989, j'ai fait ma thèse sur une étude rétrospective des infections nosocomiales dans un service de médecine. L'incidence était de 7%. Là où le traitement des infections nosocomiales, la place laissée dans les pays anglo-saxons, les taux avaient déjà significativement baissé. Mais qui oserait afficher maintenant 7%? Je pense que n'importe quel service serait fermé, bien évidemment. Donc on voit bien que ça pousse à des démarches de progrès pour traquer les aléas thérapeutiques, les accidents médicaux, même si on n'aura jamais le zéro, les infections acquises à l'hôpital, etc., etc. Sébastien Leloup, parce que je crois que l'ONIAM et son rôle central méritent certainement d'avoir une réponse à ce que vient de dire le professeur. En fait, l'ONIAM fonctionne comme un paratonnerre du système de santé depuis 20 ans. On voit que lorsqu'il y a un certain nombre de questions nouvelles qui se posent, à un moment donné, tous les regards se tournent vers l'ONIAM. Crise du Mediator, assise du médicament, questions lourdes et fortes posées sur la confiance qu'on peut avoir dans la pharmacovigilance française. L'ONIAM, un collège d'experts indépendants, prend et examine 10 000 demandes d'indemnisation. Ce collège écarte la recherche des responsabilités des médecins prescripteurs et l'industriel accepte d'indemniser à l'amiable dès lors que le collège reconnaît la responsabilité. Et cet industriel, dans le cadre d'un procès pénal, met en avant son rôle positif dans le cadre d'un dispositif de règlement amiable. Campagne de vaccination H1N1, 6 millions d'injections. On se souvient tous, médecins qui ont dû faire les prescriptions. Quelques questions ont été posées sur des dommages vaccinaux. L'ONIAM a été l'apporteur de solutions pour faire face à des demandes d'indemnisation. Et puis, campagne de vaccination Covid-19, donc un autre ordre de grandeur, plus de 150 millions d'injections, et des questions posées sur la confiance vaccinale, des mesures sanitaires d'urgence. Et là, l'ONIAM fait face aux demandes d'indemnisation, puisque l'ONIAM en a reçu un peu plus de 1800 à ce jour, et dans le cadre d'une expertise indépendante, peut être conduit, dans les rares cas où il y a des accidents vaccinaux, à être indemnisé. Et là, je voudrais remercier les médecins experts qui sont au cœur du bon fonctionnement de l'ONIAM, puisque ce sont les expertises qui sont à la fois diligentées à la fois par l'ONIAM, mais aussi par les commissions de conciliation et d'indemnisation, qui permettent de recueillir l'ensemble des éléments médicaux des personnes concernées, d'écouter la parole des personnes qui s'estiment victimes de l'acte de prévention, de diagnostic et de soins, et de permettre d'aller de l'avant et de prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. Alors, l'ONIAM était très critiqué pendant des années sur les conditions de rémunération des médecins experts. C'est un sujet sur lequel j'étais interpellé dès ma prise de fonction, puisque il y a quelques années, les médecins experts étaient rémunérés 700 € net, qui suscitait beaucoup d'insatisfaction. Donc, je souhaite vous faire une annonce. Allez-y, je vous en prie. À compter du 1er janvier, l'expertise médicale passe à 1 000 € net. C'est un effort. 1 000 € net. On avait déjà fait un pas en avant. Et pour ça, il faut faire l'effort, s'il vous plaît, de vous inscrire sur la liste de la Commission nationale des accidents médicaux. La liste sera ouverte juste à l'issue du débat. J'ai 2 membres autour de moi qui guident et accompagnent dans la pratique de l'expertise médicale. L'exercice n'est pas simple, à la fois sur le plan technique et sur le plan du savoir-être avec les personnes qui sont extrêmement fragiles, mais c'est absolument fondamental dans la manière dont on accompagne ces situations douloureuses. Et là, parce que vous manquez de médecins experts aujourd'hui ? L'ONIAM a rémunéré l'année dernière 6 000 expertises médicales. C'est absolument considérable. On diligente des expertises France métropolitaine, DOM-TOM. Donc c'est le cœur du réacteur nucléaire. Et dès lors que la qualité de l'expertise est là, on sera d'accord avec Nicolas Gombaud, ça guide énormément la décision, à la fois à l'amiable, mais aussi au contentieux. Les choses deviennent claires.
Christophe Radet, on aimerait vous entendre alors je vais rebondir sur la commission notamment. Oui, sur l'expertise, je crois que c'est effectivement très important. Il faut aussi avoir à l'esprit que les présidents de commission peuvent nommer des experts qui ne sont pas sur la liste d'expertise. Ils seront un tout petit peu moins rémunérés que s'ils sont sur la liste, mais le différentiel n'est peut-être d'ailleurs pas suffisant pour constituer une dissuasion à ne pas être sur la liste. Et puis je voudrais insister aussi sur la formation médico-légale des experts, et notamment sur la formation au droit de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. L'expert fait une expertise médico-légale, il est généralement reconnu de manière tout à fait indiscutable dans sa spécialité médicale. Il n'a pas nécessairement toujours une compréhension, une connaissance et une maîtrise parfaite des techniques d'indemnisation, du système d'indemnisation, des enjeux de l'indemnisation. Et parfois, certains aspects de l'expertise sont un peu moins bien traités que d'autres. Je ne parle pas de l'évaluation du dommage corporel qui est de mieux en mieux faite parce qu'il y a une sensibilité accrue des experts, mais quelquefois, les questions qui sont posées par les commissions sont des questions qui sont sensiblement les mêmes que celles que posent les tribunaux. Et on a, en lisant certains rapports d'expertise, parfois le sentiment que les questions n'ont pas été parfaitement bien comprises. Or, le médecin ne peut pas totalement aider la commission s'il n'a pas totalement compris à la fois l'objet et surtout l'enjeu des questions qu'on lui pose. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup à l'ACNAMED. Il est important, très important, que la question de la formation des experts soit abordée avec le plus grand sérieux et peut-être même que les pouvoirs publics hausse un tout petit peu le niveau d'exigence pour la formation des experts, y compris d'ailleurs dans l'intérêt des experts qui seront sans doute plus à l'aise sur certains aspects qui sont très techniques. Et on consent bien que la question de la formation reste aussi quelque chose de très important et qui n'est peut-être pas assez oui, parce qu'on voit beaucoup de dossiers. En fait, l'expert doit se former avant d'être inscrit sur la liste nationale des experts, y compris d'ailleurs si on l'a inscrit à titre probatoire, ce qui arrive assez souvent lorsqu'on a affaire à des médecins qui sont jeunes dans l'expertise, qui ne sont pas toujours des jeunes médecins, mais qui sont des médecins jeunes dans l'expertise. Et parfois, effectivement, on observe que les candidatures ne comportent pas de formation à la responsabilité médicale. Parfois, les médecins experts confondent la formation dommage corporel et la formation responsabilité médicale, ce qui n'est pas la même chose. Savoir évaluer un dommage est une chose, mais connaître les conditions dans lesquelles celui-ci sera indemnisé, c'en est une autre. Donc ça, c'est important. Je pense d'ailleurs que l'Ordre des médecins a évidemment son rôle à jouer aussi dans l'incitation à la formation des experts. Il y a d'ailleurs d'excellents DU ou DIU d'expertise qui ont été mis en place, notamment par des médecins experts eux-mêmes, avec évidemment le concours de juristes de tous horizons, des avocats, des universitaires, des assureurs, des régleurs, etc. Donc ça me paraît très important de garder à l'esprit cette idée qu'il faut des experts bien formés pour avoir des bonnes expertises. Peut-être qu'on peut avancer un petit peu dans les thématiques qui avaient été abordées en propos liminaire par le docteur Mourgue. On parlait des nouvelles façons d'évolution du rôle de la médecine, et notamment peut-être toutes ces questions de télémédecine, de téléconsultation, qui sont aussi quand même pas forcément nouvelles, mais qui aujourd'hui sont démocratisées, si on peut appeler ça comme ça. En termes de responsabilité, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut peut-être avoir une idée qui pourrait éventuellement répondre? Monsieur Gombaud. Alors, évidemment, en termes de responsabilité, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'en pratique, c'est pas la même chose. Alors, je ne veux pas déflorer parce que c'est un sujet qui sera traité demain. Et demain, pour la séance de demain, j'ai sélectionné 3 dossiers que j'aurai l'occasion de alors, présenter. sans trop toucher à tout ce que vous allez dire demain. Voilà, sans trop déflorer, c'est la même chose quant au principe juridique. Quant à la pratique, moi je reste persuadé, c'est ma conviction, mais je pense que beaucoup la partagent, que dans le cadre d'une consultation, le pilier reste tout de même l'examen clinique. Et donc, par nature, je vous remercie, par nature, en cas de téléconsultation, il n'y a pas d'examen clinique. Et donc la prudence est de mise. Et cette prudence, elle doit jusqu'à aller, à mon sens, au fait de refuser pour certains patients la téléconsultation, une décision du praticien, lorsqu'il estime que c'est trop dangereux pour telle et telle raison. Et dans les dossiers que j'aurai l'occasion de présenter demain, à mon sens,
le non-diagnostic qui a eu des conséquences malheureusement dramatiques. Je pense que le diagnostic aurait été fait dans les cas que je vais préciser demain si un examen clinique avait été réalisé. Voilà. Donc, je ne peux qu'inciter à la plus grande prudence et a fortiori lorsque le praticien téléconsulteur ne connaît pas le patient. Oui. C'est très important de le signifier. Docteur Mourgue, j'ai entendu, évidemment, comme tout le monde, des applaudissements. Est-ce que ça veut dire que la téléconsultation, la télémédecine, même si on dit qu'elle est démocratisée, n'est pas finalement si j'entends aujourd'hui ce qui a été dit, c'est pas forcément une panacée. C'est-à-dire qu'on le fait, mais parce qu'on est un peu obligé de le faire et que c'est un peu la mode, c'est ça? Je crois qu'il faut revenir à certains faits. Comme je vous le disais, la télémédecine n'est pas tout à fait nouvelle, puisqu'un décret de la loi HPST l'a définie en avril 2010, mais c'est la singularité, la particularité dans laquelle la branche téléconsultation a augmenté très fortement et de façon non maîtrisée. Une sorte de solution de facilité, finalement. C'est-à-dire que 2020, un confinement violent, c'est-à-dire que avec des professionnels de santé qui, pour bon nombre d'entre eux, n'étaient pas protégés vis-à-vis d'un patient susceptible d'être contaminant, et une mortalité dans des services de réanimation du Covid qui était sans commune mesure avec ce qu'ils sont aujourd'hui, 40% à peu près. Donc on était dans une dramaturgie très particulière, et il y a eu un essor considérable de la téléconsultation qui n'était absolument pas anticipé. Bon. 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Les études récentes, il y a eu une enquête très sérieuse de BVA Santé qui a été faite au mois d'avril de cette année. La téléconsultation, globalement, c'est 5 minutes. Elle est très souvent extraterritoriale, c'est-à-dire que l'intervenant ne sait pas les réalités du réseau de soins dans lequel vit le patient. Bien évidemment, il n'y a pas d'examen clinique. Et bon, maintenant, on est sur, disons, un rythme en plateau d'à peu près, de mémoire, 1 million de téléconsultations par mois. Mais de la coupe aux lèvres, il y a loin. On peut dire qu'en termes d'objectifs de santé publique présentés comme solution d'accès aux soins, c'est faux, puisque cette même enquête montre bien que le consommateur privilégié de la téléconsultation, c'est un jeune CSP+, métropolitain. Donc, vous voyez, qu'on n'aille pas dire que c'est la solution d'accès aux soins. Alors, pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il est certain que par rapport à ce qu'aurait dû être un apport de la téléconsultation dans un parcours maîtrisé ou d'appoint, nous en sommes, me semble-t-il, très loin. Très loin. Oui. Professeur Salomon, vous voulez réagir? Je vous donne la parole juste après, monsieur Leloup. Non, j'abonde complètement. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et j'aurais pu applaudir avec vous. Mais c'est juste 2 remarques qui me viennent. Oui, l'examen clinique reste fondamental. Reconnaissons tout de même qu'il a perdu un peu de sa superbe, et que moi je vois des jeunes étudiants ou des internes qui y accordent moins de place. Il faut reconnaître ce qui est, et ont parfois la prescription d'examens complémentaires très faciles, et peut-être un peu moins de temps à réfléchir, à examiner, à avoir une démarche par arbre décisionnel ou ce genre de choses. Peut-être parce qu'on veut gagner du temps aussi. Oui, peut-être parce qu'on veut gagner du temps et qu'on essaie de raccourcir les hospitalisations. Il y a certainement diverses raisons à ça, mais on est déjà dans un moment où l'examen clinique est quand même moins pratiqué qu'il ne l'était. Il faut bien dire les choses. Après, sur la télémédecine, je partage tout ça. Il est vrai, et ça a été dit, donc quand on connaît le patient, quand on a un patient qui a une maladie chronique, qui habite loin,
ça peut rendre service quand même. Hein. Moi, je l'ai fait pendant le Covid et je l'ai fait un peu après, mais moins. Et je pense que je pourrais le faire un peu plus pour des patients que je vois. Moi, je suis des gamins qui ont de l'insuffisance rénale chronique que je vois 2 fois par an, hein, pour certains d'entre eux, parfois plus, parfois moins. Et je peux très bien, quand la situation est parfaitement stable, juste me contenter, et je le fais hein, par téléphone, d'un échange. Je reçois le ionogramme sanguin, je l'analyse, je parle avec les parents au téléphone, et à condition de continuer de voir quand même le patient 1 fois par an, mais je peux 1 fois sur 2 le faire à distance, et il me semble que ça reste quand même raisonnable, et ça rend quand même service, surtout si, encore une fois, les gens sont loin, et que plutôt que de prendre une journée entière pour venir jusqu'à la consultation, on a gagné du temps. Sébastien Leloup. Oui, pour aller dans ce sens, la manière de soigner, de consulter, elle se transforme, et c'est pas fini. Et donc, un certain nombre de situations, c'est adapté et d'autres pas. Et justement, il nous faut avoir un lieu où on analyse. Et on avait quelque chose en France, avec l'Observatoire des risques médicaux, qui est une structure qui s'est endormie au cours des dernières années, mais qu'on pourrait très bien réactiver au cours des prochaines années, de manière justement à voir là où c'est médicalement utile et fait dans des conditions de sécurité, et là où ça ne l'est pas. Et les financeurs du système de santé seront extrêmement intéressés d'avoir cette approche médicale d'analyse des situations, où on voit bien qu'on n'a pas vocation à rémunérer des actes inutiles, voire dangereux dans un certain nombre de situations. On voit bien que la téléconsultation peut fonctionner sur un certain nombre, comme l'a dit Rémi Salomon, et également, notamment lorsqu'on connaît le patient, quand c'est un suivi, etc., etc. C'est d'autant plus important que l'accident médical, il coûte de plus en plus cher. De plus en plus cher. Et c'est pour ça que les responsabilités, elles seront de plus en plus recherchées, avec un spectre extrêmement large. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui fait que justement ça coûte plus cher? Le concept, c'est la réparation intégrale. C'est-à-dire que l'idée, alors c'est une fiction juridique, c'est de remettre la victime dans la situation, je parle sous le contrôle du professeur Radé. Le professeur Radé nous expliquera après. Il expliquera des termes beaucoup plus savants. Mais pour faire simple, de remettre dans la situation où l'accident n'avait pas eu lieu. Et effectivement, la démarche de réparation intégrale, actualisée du coût de la vie, fait qu'on peut avoir des dommages qui coûtent extrêmement cher, de l'ordre de 15 millions d'euros, par exemple, pour prendre un exemple, en obstétrique. Et donc, vous voyez bien que lorsqu'il faut assumer un coût d'indemnisation à 15 millions d'euros sur un dossier particulier, les conséquences pour les indemnisateurs, quels qu'ils soient, fait qu'on va questionner là où les parts de responsabilité des uns et des autres dans ces dossiers-là. Et donc, c'est important de prendre la mesure, dans les nouvelles modalités de prise en charge et de soins, de comment on intervient, qui est responsable de tel acte, et comment on sécurise. Encore une fois, bon, indemniser, c'est bien, mais prévenir, c'est quand même l'enjeu majeur que nous avons devant nous. Bien sûr, bien sûr. Christophe Radé. Alors, je veux dire 2 mots oui, sur la réparation intégrale. On est quand même passé d'une conception, j'allais dire, assez patrimoniale de la réparation intégrale à une conception plus humaniste, plus tournée vers la personne. La réparation intégrale tend aujourd'hui à garantir à la personne qui a été blessée la vie la plus normale possible. Donc on n'est pas nécessairement dans le rétablissement de la situation antérieure, qui par hypothèse, en cas de grand dommage corporel, n'a pas de sens, mais dans de mettre les moyens pour que la personne puisse vivre normalement. Donc on voit bien sur l'aménagement des véhicules, des lieux de vie, sur la tierce personne, etc. etc. Il y a une sensibilité à ce retour à la normale ou à garantir la normalité. Et ça entraîne ce changement de philosophie, c'est-à-dire on n'est plus simplement en train de compenser une perte patrimoniale, mais à s'intéresser à l'insertion de la personne dans la société, dans sa capacité à vivre en famille, en société, dans son travail normalement. Ça engendre nécessairement une augmentation des coûts d'indemnisation. Donc il y a peut-être moins de sinistres, mais ils sont plus indemnisés, et ce qui fait que la charge globale est accrue. Alors ça me fait penser à une autre chose, c'est que la télémédecine, ça me fait un tout petit peu penser aussi à la visio dans les services publics. Elle peut rendre de grands services, elle est un outil qui peut être utile,
Le problème, c'est qu'elle est aussi mobilisée par des décideurs politiques qui, au-dessus de nous, incitent à recourir à ces techniques pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons purement budgétaires. Et c'est aussi peut-être l'effet pervers d'un régime d'indemnisation qui fonctionne bien. On a un système de santé qui fonctionne bien puisqu'on indemnise bien. Non, en fait. C'est-à-dire que l'indemnisation, c'est une preuve d'échec. C'est quand on n'a pas pu empêcher les dommages médicaux. Et c'est quand même paradoxal de voir l'argent qui est mis dans l'indemnisation et peut-être la démission et l'absence totale de discours politique sur le service public de la santé, sur le système de santé. Tout le monde est là en train de râler en disant oui, le système français, mais en même temps, un système, ça se finance. Et je n'entends pas dans les campagnes, indépendamment des propos démagogiques des uns et des autres pour soutenir les soignants en applaudissant à la fenêtre, je n'ai pas entendu de plan de relance, de financement et d'effort national pour reconstruire le système de santé et donner aux hôpitaux, aux cliniques, aux médecins les vrais moyens de travailler. Voilà. Il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. C'est vrai que ce matin, Rémi Salomon, on en parlait ce matin. Mais... On l'a évoqué, je veux juste rebondir parce que c'est vrai, j'ai évoqué la situation budgétaire des hôpitaux et donc oui, bien entendu qu'il faut qu'on réfléchisse à faire bouger les lignes, organiser différemment, décloisonner, etc., tout ce qu'on a dit, mais c'est vrai que quand on manque de moyens, ça a une répercussion sur la qualité des soins. Il y a des études qui le montrent, plutôt en international qu'en France, mais il y en a eu quelques-unes en France aussi. Si on regarde par exemple le nombre de soignants qu'il y a au lit du patient, il y a une corrélation entre le nombre d'événements indésirables qui pourraient survenir. Je ne parle pas de les conditions et la qualité de vie des soignants, qui fait qu'on a des problèmes d'attractivité, mais c'est aussi la qualité des soins qui en pâtit. Et ça, c'est des études très sérieuses l'ont démontré. Donc, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Oui, il faut que ces questions-là soient posées dans le débat public plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, c'est vrai. Nicolas Goumbaud. Je voulais juste simplement ajouter un élément économique pour vous faire toucher du doigt les difficultés que cette inflation engendre. Donc un gros sinistre, Sébastien Leloup vous l'a dit, un gros sinistre peut atteindre 15 millions d'euros, voire même plus. Aujourd'hui, en automobile, notre plus gros dossier, c'est 34 millions d'euros à la MACSF, sur du corporel extrêmement lourd. Mais pour reprendre ces cas de responsabilité professionnelle, aujourd'hui, les contrats d'assurance des médecins libéraux précisent que la garantie est limitée à 8 millions d'euros et au-delà de 8 millions d'euros d'indemnisation, c'est un fonds de garantie que vous financez qui prend le relais. 8 millions d'euros, ça doit être comparé à l'encaissement général de cette branche qui est relativement faible. Si vous additionnez aujourd'hui la totalité des primes payées par les hôpitaux publics, payées par les cliniques privées, payées par les professionnels de santé libéraux, quelle que soit leur profession, médecins, infirmiers, sages-femmes, kinés et autres, eh bien, vous totalisez aujourd'hui un encaissement, toute société d'assurance confondue, d'environ 550 millions. Donc vous voyez qu'un seul événement est de nature, un en plus, est de nature de profondément bouleverser un bilan et son équilibre face à l'intensité de certains événements de ce type. Alors, on parlait tout à l'heure, évidemment, des questions de télémédecine ou téléconsultation, etc. Et vous avez aussi évoqué le dossier médical partagé, DMP. Est-ce que là aussi, Dr Mourgue, Mon Espace Santé aussi, est-ce que là aussi on a, pour parler très concrètement d'exemple du quotidien pour les médecins, aussi une forme de responsabilité avec une personne, par exemple, qui n'ouvrirait pas ce dossier médical partagé pour le partager avec d'autres médecins? Est-ce que ce sont des cas qui arrivent assez régulièrement? L'année dernière, lors du mardi de l'ordre sur la responsabilité, l'un de nos intervenants invités, un pharmacien, en l'occurrence, vous vous souvenez bien, nous disait « tout ça va trop vite ». Parce que l'appropriation de Mon Espace Santé est extrêmement hétérogène. Certains vous disent, il y a une coopération interprofessionnelle dès lors que vous êtes informé. Sous-entendu, c'est à vous d'aller chercher l'information. Mais la réalité est tout autre. D'abord, 15 millions de Français ont un espace santé ouvert, mais un certain nombre ne savent à peine qu'ils l'ont ouvert, qui
l'alimente et qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est la réalité. Donc je mesure tous les jours dans l'exercice. Par ailleurs, certains professionnels entre eux, ville-ville, ville-hôpital, peu importe, hein, il n'y a pas de polémique là-dessus, alimentent ou n'alimentent pas. Et ça n'est pas, l'alimentation de cet espace n'est pas proportionnelle à l'importance des faits médicaux qu'on y verse. Parfois, d'autres vont plutôt privilégier des communications telles que les messageries sécurisées, professionnelles. Donc on est dans un magma où finalement on a des situations extrêmement hétérogènes et on peut dire que c'est un outil nécessaire à l'information et sans information il ne peut pas réellement y avoir coopération interprofessionnelle. Pour autant, nous sommes très loin des objectifs optimaux, parce qu'au début, c'est chronophage. Il faut qu'on ait tous la même attention à alimenter cela. Il faut aussi avertir l'usager, si tant est qu'il ne l'ait pas fermé, parce que ça aussi. Donc, actuellement, effectivement, c'est un défi. Et là, je vais me tourner vers nos invités. Si un médecin consulte un patient qui, dans l'espace santé, a une pièce importante, qu'il n'en prend pas connaissance, parce qu'il n'a pas le temps, que sais-je, ou il n'a pas eu... voilà, et que la connaissance de l'information qui était hébergée dans son espace santé, son DMP, aurait été de nature à prendre la bonne décision, alors qu'il a pris une mauvaise décision dans la décision thérapeutique. Alors, quelle est sa responsabilité à ce médecin-là ? Ah, ça, c'est une question. C'est question piège, docteur Moore. Là. Non, mais c'est vertigineux. Hein, si on... Bon, alors, tournez la table. Je vais me jeter à l'eau. À partir du moment où ça fait partie des éléments qui sont accessibles, à partir du moment où ça relève du champ du possible, c'est traité sur le plan de la responsabilité civile comme le manquement à d'autres champs du possible, c'est-à-dire il ne fait pas faire d'examen complémentaire, il ne consulte pas un confrère plus spécialisé, il n'interroge pas le patient ou son entourage sur des prédispositions ou des données comme ça. Donc le fait que ce soit numérique et le fait que ce soit facultatif n'enlève pas le fait que, dans la mesure où c'est accessible aux médecins, ça constitue un élément pris en considération dans la galaxie pour dire quel est le niveau standard de diligence qu'on attend d'un médecin. Et on intègre évidemment ces nouveaux possibles technologiques dans cette définition du comportement normalement prudent et diligent qu'on va attendre d'un médecin. Donc ça rentre effectivement, ça rentre en ligne de compte, et plus l'information est disponible, et plus on va attendre du médecin qu'il puisse y avoir accès si on considère que c'est nécessaire. D'autant plus si rétrospectivement, et on voit bien le jugement rétrospectif, hein, comme les carabiniers, l'expert, le juge vont arriver en disant « vous auriez dû, vous auriez pu, donc vous auriez dû ouais. ». Ça peut créer un sentiment d'injustice, mais il faut vraiment anticiper sur l'idée que si c'est possible, ça doit être intégré. Jean-Marcel Moore, non, je voulais juste dire que M. Gaumont voulait vous répondre également. Oui, moi je voudrais, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que Christophe Radet vient de dire, mais je voudrais aller au-delà, parce que le quotidien des dossiers que nous avons à gérer, alors pas toujours, fort heureusement, mais c'est de voir, sans parler du DMP, des dossiers médicaux qui ne sont pas tenus, avec une traçabilité totalement inexistante. Quand vous avez une mise en cause de responsabilité qui intervient 5 ou 10 ans après les faits, comment voulez-vous vous défendre ? Et systématiquement, ce qu'un magistrat considère, c'est que ce qui n'a pas été tracé n'a pas été fait. C'est tout. Et donc là, alors évidemment, c'est de la paperasse dans certains cas. Encore. Évidemment, c'est long, c'est très chronophage, mais la traçabilité, elle est évidemment essentielle dans le cadre d'un contentieux médical. Rémi Salomon. Oui, je pense que j'ai parlé tout à l'heure de communication entre les professionnels de santé. On est dans un entre-deux où effectivement le numérique avance, mais est encore très loin de permettre une bonne communication entre les différents professionnels.
À l'intérieur d'un hôpital, ça marche plutôt bien maintenant. La plupart des hôpitaux sont équipés d'un dossier numérique, bon, sauf certainement des exceptions, mais la plupart des dossiers médicaux qui sont numériques, qui sont probablement imparfaits dans leur conception, dans leur utilisation, mais qui sont quand même qui ont le mérite quand même de faciliter l'échange d'informations. Après, entre l'hôpital et la ville, c'est plus compliqué. Et là, on a effectivement le DMP qui va probablement, j'imagine, dans les années qui viennent, se développer beaucoup plus et qui sera notre pratique courante, ce sera de regarder le DMP. On ne se posera plus la question. Mais c'est vrai qu'on est dans cette période intermédiaire où on a encore besoin de communiquer autrement. Et je pense que le fait d'avoir mis une information dans un DMP ne doit pas empêcher de faire un courrier. Et je plaide coupable souvent l'hôpital, mais c'est dans les deux sens. On n'a pas assez d'informations quand un patient sort de l'hôpital. Le médecin traitant n'a pas assez d'informations sur ce qui s'est fait à l'hôpital pendant l'hospitalisation. Donc la lettre de sortie, ça fait partie des choses qu'on doit faire le jour de la sortie, le compte-rendu d'hospitalisation dans les 8 jours. Donc ça, c'est un combat quotidien pour essayer, et pour que ces informations-là soient de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on puisse trouver facilement, rapidement l'information dont on a besoin. Et je vous rejoins complètement sur le fait que quand il y a un problème, si l'information n'a pas été bien tracée dans le dossier, c'est évidemment, et par exemple, une information éclairée ou un consentement signé ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin dans la description de ce qui a été fait. Et c'est vrai que ça prend un peu de temps. Alors, c'est plus de la paperasse maintenant, c'est du clavier, c'est numérique. Moi, je considère que ça fait partie de notre pratique. Je ne l'inclus pas, même si ça prend du temps, je ne l'inclus pas dans ce qu'on pourrait parler des tâches administratives. Je pense que c'est notre métier de soignant que de tracer cette information, et non seulement pour se dire qu'on se protège juridiquement, mais simplement pour dire que c'est la bonne manière de faire de la médecine, c'est de bien communiquer entre nous. Et ça doit aussi, à l'intérieur d'un hôpital, même si on a l'exemple, par exemple, d'un examen de biologie qui était anormal, patient qui passe aux urgences, et l'urgentiste ne voit pas l'examen de biologie. Si le biologiste qui a fait le résultat considère que c'est vraiment important, il peut décrocher son téléphone aussi et appeler le collègue pour lui parler directement. Et donc, si bretter les ceintures, c'est bien dans certaines situations. Bretter les ceintures, Sébastien Leloup. Allez-y, je vous en prie. C'est l'histoire d'un fils qui tous les jours avait son père au téléphone. Son père était dans un EHPAD, et puis la crise du Covid est arrivée. Et puis, il n'arrive plus à joindre son père. Il appelait tous les jours son père qui était en EHPAD, qui était très seul. Et donc, ce coup de téléphone était extrêmement important pour le fils et le père. Et puis, un jour, le téléphone ne sonne plus. Pendant 3 jours, impossible de joindre, etc. Et finalement, coup de fil de l'EHPAD au fils en disant « Votre père est décédé ». Il dit, j'aimerais savoir dans quelles circonstances, est-ce que vous pouvez m'envoyer son dossier médical, un dossier de prise en charge. Et arrive plusieurs jours après le dossier médical de quelqu'un d'autre. Imaginez la violence de cette situation. Cette personne a saisi une commission de conciliation et d'indemnisation. C'était sous l'angle qui a été évoqué tout à l'heure, de questions posées en termes d'infection nosocomiale en établissement de santé, puisque c'est rattaché à un établissement. Les outils, quels qu'ils soient, ils sont là pour nourrir la confiance. Ils sont là pour nourrir la confiance. Donc, je ne veux pas prendre de position ferme par rapport à la question posée, mais en tout cas, on finance de nouveaux outils, il faut s'y approprier progressivement, mais la finalité est de nourrir cette confiance entre le médecin, l'équipe qui prend en charge, et des personnes de plus en plus vulnérables dans la société française qui est vieillissante avec de plus en plus de maladies chroniques, et donc aussi des nouvelles questions qui se posent en termes de c'est quoi la qualité de prise en charge d'un sujet âgé ou avec polypathologique dans la France d'aujourd'hui, avec de nouvelles attentes en termes de qualité. Avec des attentes qui sont toujours beaucoup plus importantes envers le monde médical. Avec des patients également qui eux aussi, se prennent de temps en temps pour le rôle de médecin. Donc on est aujourd'hui dans un monde changeant pour l'exercice de la médecine. Alors, on arrive vers la fin, on amorce une conclusion pour notre débat, et en préparant avec Rémi Salomon, on s'est dit peut-être qu'on avait abordé cette question juridique, mais qu'il y avait également les notions plurielles au sens social, éthique, morale. Et là, professeur Salomon, quand on entend depuis tout à l'heure la coordination, la communication, la confiance, on peut se demander
quel est le ressenti des médecins et surtout comment on peut les rassurer? Comment on peut les rassurer? Je pense que moi, quand on s'était parlé, j'avais essayé de réfléchir un petit peu. Très largement, oui. Très largement. On peut tout mettre effectivement sous le terme de responsabilité. On peut traiter beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand on a beaucoup parlé de formation, moi je me place du point de vue, mais c'est pas que les hôpitaux universitaires, c'est tous les médecins. On a comme mission de former les plus jeunes et de bien les former. Donc ce sont des sujets qui manifestement nécessitent plus que nous ne le faisons et nous ne l'avons fait jusque-là, plus de formation. Et donc c'est une responsabilité que nous avons dans notre exercice professionnel que de former les jeunes médecins. Voilà une forme de responsabilité qui n'est pas celle de la responsabilité civile, ni juridique ou pénale, mais qui est une responsabilité dans l'exercice de notre métier. Je pense on peut aussi, si on parle par exemple, on parle beaucoup de prévention, c'est aussi une forme de responsabilité que de prendre du temps pour aussi parler des sujets de la prévention. Nous ne sommes pas que pour traiter de manière curative, mais aussi on joue un rôle, je le disais ce matin, on est tous aussi acteurs un peu de la prévention. Donc c'est aussi une forme de responsabilité et on peut, je peux la décliner encore sur beaucoup d'autres aspects, mais il me semblait que juste sur ces deux aspects, c'était important peut-être de prendre cette opportunité de le dire. De pouvoir en parler. Nicolas Combeau, si vous souhaitez prendre la parole. Non, j'ai échangé simplement avec Jean-Marcel Mourgue pour lui confier que nous n'avions pas abordé la question des produits de santé. Oui, et on peut se saisir de l'occasion pour le faire, il n'y a pas de problème. L'un des sujets, parce que c'est vrai que, entre guillemets, il donne lieu de façon régulière à des scandales sanitaires. Alors, on a cité le Mediator, on a cité la dépakine, on n'a pas cité, mais on a aussi, nous, un gros sujet de préoccupation avec l'androcure et les méningiomes qui sont dépistés par la suite. Et évidemment, de façon régulière, on connaît ce type de situation dans lesquelles les fabricants sont mis en cause, d'une part, et puis aussi les prescripteurs. Moi, je suis persuadé que la loi française doit évoluer parce que quand on est confronté à une situation de ce type avec un nombre extrêmement important de victimes potentielles, eh bien, on a recours à une loi d'exception. Alors, en général, on demande à l'ONIAM de gérer cela, il fait ça très bien, mais à une loi d'exception. Et alors évidemment, on a d'une part la loi sur les produits défectueux et c'est une directive européenne qui vient d'être modifiée. Alors le texte n'est pas publié, mais le 10 octobre dernier, le Conseil de l'Europe a voté une nouvelle directive sur la responsabilité liée aux produits défectueux qui va être promulguée au journal officiel de l'Union européenne dans les semaines à venir et la France disposera d'un délai de 2 ans pour la transposer dans notre ordre juridique. Et du reste, c'est peut-être une liaison avec la prochaine session. L'IA, l'intelligence artificielle, sera directement concernée par ce texte, puisque on assimile le fabricant de l'IA à un producteur de produits. Exactement la même responsabilité. Et donc là, je crois que oui, je n'ai pas la prétention de régler en quelques secondes ce sujet épineux, mais la responsabilité des prescripteurs et la responsabilité des fabricants n'est pas suffisamment traitée en matière de médecine de façon pertinente par le législateur français. Ça donne lieu à des mises en cause de façon régulière de prescripteurs. Les magistrats maintenant dégagent une nouvelle notion, la faute de vigilance. Elle peut concerner à la fois les producteurs et les prescripteurs. Et il faut être particulièrement prudent, à mon sens. Vous pouvez prendre 2 minutes pour nous expliquer un peu la faute de vigilance. Aux yeux des magistrats, c'est le fait de ne pas avoir tenu compte de tout un tas d'informations, de signaux faibles. De signaux faibles pour réagir, pour retirer un médicament du marché, pour arrêter de le prescrire,
Et cela peut avoir évidemment des conséquences extrêmement importantes en termes de responsabilité, à la fois pour les producteurs et pour les prescripteurs. Rémi Salomon veut certainement réagir à ça. Oui, je suis tout à fait. Je n'avais pas cette notion de faute de vigilance, mais si on parle du médicament, on a tout médicament a des effets secondaires, et les patients d'ailleurs nous le rappellent parce qu'ils lisent souvent la notice et donc en général on les rassure parce qu'en leur expliquant que ce sont des événements secondaires qui sont rares, mais pour autant je pense qu'on aurait quand même intérêt à avoir plus de conscience de ces effets de ce qu'on appelle la iatrogénie. Elle est à mes yeux pas assez aussi enseignée, je pense, dans les facultés de médecine. Les interactions médicamenteuses, le fait que quand on a un sujet âgé, eh bien finalement c'est pas le même métabolisme, c'est pas la même assimilation des médicaments. Donc il y a certainement là aussi une responsabilité devant ce que j'appelle la pertinence de la prescription. Et donc c'est aussi une forme de responsabilité que de bien prescrire au sens être pas que dans je donne un traitement pour traiter, mais je prends aussi, j'ai connaissance de tous les effets secondaires et des interactions qu'il peut y avoir entre les médicaments. Je pense que c'est un champ qui est, à mon avis, que ce soit à l'hôpital ou en ville, insuffisamment investigué, insuffisamment investi par les professionnels. Et peut-être l'intelligence artificielle apportera, on en parlera après, apportera des réponses, parce que la connaissance viendra beaucoup de la machine. Mais ça ne doit pas. On ne peut pas que faire avec la machine. On ne doit pas se défausser pour autant de cette connaissance. Je pense qu'il faut garder de la résilience aussi, parce qu'un jour la machine, elle peut s'arrêter pour une raison ou pour une autre. Peut-être Monsieur Radet et après Sébastien Leloup également. La question des produits de santé dans la loi Kouchner, c'est le grand raté de la loi du 4 mars 2002, parce que le législateur est le même que celui qui avait voté la loi de transposition sur les produits défectueux, 19 mai 1998, et il a cru, le législateur à l'époque, que tout serait traité, géré par la loi sur les produits défectueux. Or, on a appris après, mais on s'en doutait un petit peu, c'est que la directive sur les produits défectueux ne s'applique pas aux médecins et aux établissements qui se contentent d'utiliser des produits. L'utilisateur final du produit, médecins, hôpitaux, ne sont pas des fournisseurs ou des producteurs au sens de la directive, donc ils n'engagent pas leurs responsabilités dans le cadre fourni par la directive. Résultat des courses, c'est un tout petit peu, excusez-moi la trivialité, le bazar juridictionnel aujourd'hui, puisque la Cour de cassation nous dit il faut donc prouver la faute de l'établissement ou du médecin, alors que le Conseil d'État nous dit c'est une responsabilité sans faute de l'hôpital public. Donc on est vraiment sur un problème juridique qui est très important. Et la vraie question, c'est de savoir si l'utilisation de produits ou de machines est une composante intégrante de l'acte de soin ou est-ce que c'est un acte extérieur? Autrement dit, est-ce que le médecin utilisant une machine est un simple utilisateur de machine ou est-ce qu'il est en train d'exercer son activité médicale et la machine n'est que l'accessoire de l'acte médical? Autrement dit, dans le dialogue singulier entre l'homme et la machine, est-ce que l'homme devient l'accessoire de la machine ou la machine devient l'accessoire de l'homme? On voit bien le risque ontologique tout de suite à considérer que l'homme serait l'accessoire de la machine. Ça voudrait dire déresponsabilisation, déshumanisation, avec derrière, évidemment, tout ce que ça engendre comme risque, parce que la machine n'a pas de sentiment. Et contrairement à ce qu'on pense, la machine a parfois d'énormes ratés. Alors ça, c'est un formidable teasing pour le débat suivant. Voilà. Sébastien Leloup, s'il vous plaît. Peut-être deux éléments. Ce qu'on a essayé de faire au niveau de l'ONIAM sur les demandes d'indemnisation liées au vaccin. On a souhaité favoriser le bon fonctionnement de la pharmacovigilance en France. Et dans le cadre de cette campagne de vaccination, l'ANSM, en lien avec les centres régionaux de pharmacovigilance, ont mis en place, puisqu'il y avait plusieurs vaccins, des tranches d'âge, ces sujets étaient assez compliqués, et donc on a eu une approche extrêmement intéressante, ANSM, CRPV, qui a permis, je dirais, d'avoir une approche qui a permis de déceler un certain nombre de signaux de sécurité. Ce qu'a fait l'ONIAM, ça a été de ne pas rendre obligatoire la déclaration de pharmacovigilance, mais que chaque fois qu'on a été saisi dans une demande d'indemnisation amiable, d'inviter la personne qui venait en demande d'indemnisation, en lien avec son médecin, de faire un signalement à la pharmacovigilance, de manière à ce que l'analyse faite par le CRPV puisse être portée à l'appui du dossier de demande d'indemnisation, sans que l'ONIAM soit lié dans ses conclusions par rapport à ce rapport de la pharmacovigilance, simplement de manière à ce que chacun se sente contributeur du bon fonctionnement de la pharmacovigilance. Et je crois que c'est absolument fondamental en Europe.
et c'est certainement notre perspective, qui est d'avoir un resserrement de la pharmacovigilance. Et donc ça renvoie aussi nos médecins prescripteurs à un respect du cadre de prescription. Dire un mot sur la dépakine. Pour les femmes enceintes souffrant d'épilepsie, des questions lourdes sont posées en termes de recherche de responsabilité sur des dommages absolument gravissimes de malformations et de troubles de neurodéveloppement, avec des atteintes fonctionnelles absolument considérables, 4 millions d'euros d'indemnisation amiable, etc. Des questions lourdes qui sont posées en termes de responsabilité de l'industriel mis en cause, de responsabilité de l'État, au sens de questions posées sur l'exercice de la police sanitaire, et de plus en plus, et surtout à partir de dates précises, du médecin prescripteur. Malgré l'état de la connaissance, on continue à avoir des prescriptions, alors qu'elles ne devraient pas avoir lieu. Et là, les médecins sont en zone d'engagement de responsabilité qui nécessite de regarder très précisément ces sujets. Mais c'est même une zone rouge, j'allais dire, comment est-ce possible aujourd'hui encore? Question. Monsieur Mourgue, on arrive à la fin du débat. Je suis désolé, on pourrait débattre pendant des heures, hein, bien entendu, mais on a un timing à respecter. Vous pouvez peut-être récupérer la question-réponse et puis faire une conclusion. Pour le valproate, c'est un sujet très intéressant, puisqu'en 2015, il y a une exploitation du système des données de santé, et avec la NSM et l'assurance maladie, on a pu, de façon rétrospective, remonter tous les prescripteurs, toutes celles, puisque ce sont des femmes, qui ont été exposées et à quel trimestre de la grossesse elles ont été exposées, et il y a eu un chaînon après vis-à-vis de leur descendance pour les malformations et pour les troubles neurodéveloppementaux. Et on a ainsi identifié le fait que le risque relatif était de 4 à 5, c'est-à-dire que chez les femmes qui avaient pris du valproate, il y avait 4 à 5 fois plus de risques d'avoir des malformations chez leur progéniture et ou de troubles neurodéveloppementaux avec, je ne sais pas où il en est, mais aussi, il y avait aussi une forte hypothèse sur un effet transgénérationnel. Donc, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'avec le foisonnement des données et la puissance de calcul de la donnée, le champ de la responsabilité de façon rétroactive du médecin pourra être sensiblement plus engagé qu'elle ne le fut, parce qu'avant, on ne savait pas et qu'on n'avait pas ces capacités d'analyse. Je vous laisse penser, si le dernier maillon du secret médical tombait, ce qu'il en serait, là, on serait absolument à peu près tout de l'activité du médecin de façon rétrospective, y compris de la pertinence de la prescription. Voilà. Et en 2 mots, pour peut-être conclure sur le débat qu'on vient d'avoir tous ensemble, avec la salle qui a interagi aussi, peut-être que vous pourriez nous dire, je parlais tout à l'heure de rassurer en quelque sorte vos collègues. Je vais essayer de vous rassurer. Le contexte, on l'a vu ce matin, il y a une forte tension de la démographie médicale qui se télescope avec un vieillissement de la population inexorable et qui ira croissant. Faut-il rappeler que 13 millions de Français ont une affection de longue durée et 35% d'entre eux prennent de façon quotidienne un traitement. Et enfin, nous sommes tous d'accord, une crise du système et de l'organisation du système de santé qui est délétère et pour lequel on a pu entendre certains intervenants ce matin appeler de leur vœu un Grenelle de la santé. Et en même temps, des outils innovants dont il faut bien évidemment voir aussi l'aspect positif. Il ne s'agit pas d'être contre la téléconsultation dans un parcours de soins coordonnés pour le suivi d'une pathologie chronique, pour un troisième recours à éviter long déplacement, bien évidemment que ça a pleinement droit à citer, comme tu le disais, Rémi.
le numérique, on le verra l'IA. Mais effectivement, c'est probablement par une réflexion commune portée au-delà du cénacle d'aujourd'hui que nous pourrons, sans trop d'appréhension, maîtriser une période comme on en vit peut-être tous les 25 ans. Nous, on a connu cette période avant la loi Kouchner, mais on voit bien qu'il y a une grosse effervescence avec un bouleversement des pratiques. Merci beaucoup. Il me reste à nouveau à vous remercier d'avoir été nos invités.